Alors, bon, quand j'étais jeune, mes parents parfois allaient aux puces et me ramenaient des cartes postales d'avions, parce que j'aimais bien les collectionner. J'allais à l'aéroport regarder les avions, à l'époque où il y avait encore des grandes terrasses, avant qu'ils ne les ferment. Mais un jour, mes parents reviennent des puces avec un gros bout de métal rouillé. Ils disent: ah, tiens, c'est un morceau de dirigeable. Et en fait, je ne sais pas si c'était vraiment ça, mais il y avait effectivement une lettre qui l'accompagnait. Il disait: c'est quelqu'un qui avait ramassé sur le site de l'accident d'un dirigeable français, le République. Et bon, ça m'avait amusé, j'avais recherché l'histoire, et après j'avais juste mis ça de côté. Quelques années plus tard, quand je suis en fac, mon directeur de thèse me dit: bon, alors maintenant il faut penser à quelque chose. D'abord, j'avais pensé faire quelque chose effectivement sur l'aviation, dans l'Allemagne nazie. Je trouvais pas beaucoup de documents sur ce qui m'intéressait, donc j'ai commencé à chercher un peu ailleurs. Et un truc qui m'avait surpris, c'est la façon dont les dirigeables allemands restaient un sujet fascinant pour les Allemands au travers de trois différents régimes: l'Allemagne impériale, l'Allemagne démocratique de la République de Weimar et bien évidemment l'Allemagne nazie. C'est comme ça que j'ai commencé de rechercher l'histoire culturelle, l'histoire politique de l'aviation, mais au travers du dirigeable à l'origine. Alors je suis resté en histoire, un peu d'histoire allemande, mais aussi surtout plus sur l'histoire culturelle des techniques. En fait, la façon dont nous appréhendons la technique de nos jours, que ce soit l'aviation, que ce soit autre chose, même par exemple le simple fait d'avoir un frigidaire dans sa maison, quelque chose qui est tout à fait courant évidemment, mais dans les années 20 ou 30, c'est un symbole, un prestige. Donc je me suis un peu intéressé en fait à la façon dont monsieur tout le monde ou madame tout le monde accepte ces nouveaux objets, et parfois même apprécie ces nouveaux objets, même parfois s'ils ne peuvent pas les consommer. Par exemple, le Concorde, très peu d'entre nous avons pu voler dessus, parce qu'évidemment ça coûtait très cher, mais en même temps, c'était devenu un symbole tant pour les Français que pour les Anglais d'utilité nationale, même si en fait il nous a coûté bien cher. On voit beaucoup d'objets qui sont euh, temporairement des fétiches. Alors, bon, évidemment, nous avons eu le Concorde, les Américains ont eu la navette spatiale, qui était. Et un point commun entre le Zeppelin, le Concorde et la navette spatiale, c'est que tous trois étaient censés être des objets usuels qui allaient aider dans le transport à différents degrés. Et en fait, ça ne s'est pas fait parce qu'en fait, ce sont devenues des machines rares, soit parce qu'elles coûtaient trop cher ou qu'elles étaient trop fragiles. Et donc, c'est peut-être aussi pour ceux qui jouent le rôle en fait de symbole spécial, quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, un peu comme un drapeau, pour ainsi dire. Il y a parfois d'autres objets qui temporairement deviennent des fétiches techniques. Le TGV à ses débuts, notamment, l'ICE allemand, la même chose, outre-Rhin. Et parfois certaines voitures, mais souvent ça joue plus un rôle de nostalgie, que ce soit la Volkswagen ou la 2 chevaux, des choses comme ça. Le téléphone portable, ce sera intéressant de voir comment en fait on appréhende son histoire. Maintenant, nous avons les fameux smartphones qui font tout, y compris prendre des photos. Moi, mon téléphone, en fait, il s'ouvre, il me dit qui a appelé, mais c'est tout. Ça fait rire mes enfants. Mais ce serait intéressant de voir en fait comment on accepte ce symbole et surtout comment on peut s'en passer ou ne pas s'en passer. C'est peut-être aussi ça, c'est un peu l'inverse. Certains objets usuels, en fait, on peut plus faire sans. Je suis sûr qu'il y a certains autres objets auxquels je ne pense pas en ce moment qui pourraient jouer un rôle tant de symbole que d'objets usuels de tous les jours. Mais à vrai dire, je n'arrive pas à y penser là pour l'instant. Je dirais qu'à leur tout début, certains objets ménagers ont fait l'objet de symboles. On peut lire ça par exemple dans toute l'Europe, les débuts de la machine à laver, où les gens achètent une machine à laver, parfois ils n'ont même pas de quoi la brancher, ça arrive notamment en Allemagne de l'Est ou en Pologne pendant la guerre froide, mais ils l'ont fait livrer et en fait tout le monde vient voir, on met un joli tapis de buffet dessus avec quelques objets, ça marche pas, mais on a une machine à laver, voilà, c'est très spécial. Et en fait, vous voyez un peu la même chose dans certaines régions en France où au tout début il n'y avait pas encore l'électricité, ou même quand les voisins ont le téléphone et on va voir le téléphone même si on ne va pas s'en servir, voilà. Et ce qui est intéressant dans l'exemple du sac à main, c'est que en fait,
c'est l'objet de consommation que l'on peut évidemment montrer comme on veut, mais en fait, à la limite, on veut dire oui, c'est un succès technique, mais en fait, c'est presque plus prestigieux, je pense notamment à certaines marques que l'on trouve dans notre capitale, qui diraient ah non, mais c'est fait à la main. Donc c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'on demande en fait de la technique, mais en fait c'est la technique humaine qui fait que c'est un objet de prestige.